Salut les amis, cette semaine on aborde ensemble un de mes principes préférés dans les arts martiaux, il s'appelle Saso Iwaza, on voit ça ensemble, c'est parti. Bon les amis, qu'est-ce que Saso Iwaza? En fait, c'est un principe technique martial japonais que l'on retrouve profondément ancré dans notre karaté, qui n'est pas très compliqué à comprendre, qui n'est pas forcément très compliqué non plus à travailler en club et pourtant qui va demander une certaine expérience pour pouvoir être appliqué correctement, fluide et surtout efficace. Donc Saso Iwaza, c'est la technique d'aller pêcher en fait l'initiative de l'adversaire. On va inciter, on va inviter l'attaque de l'adversaire sans qu'il s'en rende compte pour que, in fine, ce soit lui qui ait l'impression de prendre l'initiative. En fait, vulgairement parlant, si je devais travailler en randori souple, ce serait effectuer une feinte. Je suis en randori, on bouge, à un moment donné, je vais faire exprès de déplacer, d'ouvrir ma garde pour que mon partenaire puisse y voir une ouverture et se dise, bah tiens, allez, hop, je rentre dedans, ou je fais exprès par exemple de faire un petit peu les mêmes erreurs, les mêmes problèmes de garde, les mêmes problèmes de blocage pour inviter l'adversaire à cette routine et qu'il se dise, ok, quand il va agir ou bouger de cette façon-là, à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir en fait initier moi une contre-attaque beaucoup plus efficace. De manière globale, on va pouvoir l'étudier de trois façons. On a la façon très académique qui est liée non plus au combat, mais directement au kata. On a une façon un peu plus académique, qui est un petit peu à mi-chemin, où on va commencer à le travailler en randori. Et puis, on a une façon beaucoup plus sophistiquée, qui est vraiment, moi, ce que je préfère travailler, mais ça va demander un socle assez solide. Et surtout, ça va demander un rebond d'études à travers ce petit focus que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, là, juste avant les vacances, juste avant l'été, qui parlait de l'arborescence. En fait, cette arborescence, ça va être primordiale pour pouvoir aller chercher l'initiative de l'adversaire, en essayant déjà d'avoir conscience de l'arborescence technique de réponse que je peux avoir en fonction de ma posture, de sa posture, de ce qu'il va faire et de l'inconnu. Donc, partons déjà de la bazounette pour pouvoir expliquer fondamentalement à vos élèves ou pour pouvoir vous le pratiquer tout simplement en club. Les katas, eux, peuvent vous initier à Saso Iwaza. Non pas dans un mode où moi, en tant que performeur, je vais commencer à faire quelque chose qui va initier l'attaque de l'adversaire, mais plutôt en tant que adversaire. C'est-à-dire que c'est le Uke. On va le faire de manière un petit peu inversée. Uke va étudier le kata et en termes de bunkai, vous savez qu'il y a tout ce qui est kata bunkai, on a un performeur de kata et puis on a des personnes qui se disposent autour du kata et qui vont attaquer. Je pense que vous connaissez bien ce principe-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si je suis dans un dojo avec 2-3 camarades, moi je vais faire mon kata, par exemple le premier kata. Eux, ils vont se positionner sur, on va dire, les grandes trajectoires et c'est à eux de trouver presque en temps réel, en tout cas en temps réel lorsqu'ils sont déjà d'un niveau assez avancé, les bonnes attaques qui correspondent au mouvement du kata. Par exemple, si je fais Heian Shodan, mon premier temps c'est un Gedan barré en pivotant sur ma gauche. Eh bien, mon adversaire qui est à gauche doit déjà avoir prédéfini une réflexion sur quelle attaque il peut faire pour que je puisse, dans mon kata, bloquer Gedan barré. Et ainsi de suite, c'est valable pour tous les katas. L'avantage de ça, c'est que quelque part, moi, j'ai pas à réfléchir pour une fois. C'est moi qui vais bloquer, contre-attaquer, mais je ne fais que le kata. Donc moi, je suis dans un mode de lecture classique. J'essaie d'ailleurs de pas trop traîner. Et c'est eux qui réfléchissent en fait à quels sont les espaces disponibles, laissés disponibles à travers les mouvements du kata, les postures, les déplacements du kata, pour qu'ils puissent faire la technique d'attaque la plus judicieuse. Et c'est là justement qu'on peut commencer à initier cette notion de recherche de quels espaces sont libres pour pouvoir entrer la bonne attaque. Saso Iwaza. Donc ici par exemple, si je suis dans un Yondan, lorsque je viens bloquer après mon Yoko, bam, j'ai un espace ici. Si mon adversaire vient m'attaquer, il se rend compte que grosso modo, ma garde étant plus haute, le seul espace disponible, ça va être ici, bien sûr, en présageant qu'on frappe toujours au-dessus du niveau de la ceinture. Donc, il va performer une attaque de poing ou de pied. C'est pour ça que dans mon kata, ensuite, je viens dégager. Ce qui crée désormais un nouvel espace au niveau du visage. Donc la prochaine attaque, forcément, je bloque de ce côté-là, j'ai une garde ici, une garde ici. L'espace le plus cohérent et le plus disponible, c'est le visage. Donc, attaque suivante au visage et étonnamment, dans le kata, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir bloquer à mon niveau du visage. Tous les katas
réussissent à un moment donné à intégrer cette notion de pourquoi je me posture dans ce mouvement-là et pourquoi le mouvement d'après est celui-ci. Et le mouvement d'après est celui-ci. C'est que ça correspond à une certaine logique que si j'ai créé un espace d'un côté, le mouvement suivant, majoritairement, va essayer de combler cet espace-là parce que, quelque part, ça va initier le bouquet dans sa réflexion à attaquer dans l'endroit où il est disponible. Et ça aussi, c'est un petit travail d'étude, d'évolution à travers les grades. Vous savez, on l'a vu un petit peu cet été, les Mudansha, les Yudansha. Et bien justement, quand on est dans son travail de Q, si on commence à aborder le Bunkai, ça peut être très intéressant de se dire, bah oui, alors le Bunkai, on sait bien, tu vas générer ton scénario, à quoi servent les mouvements, il faut que ça bloque, bah oui, mais peut-être qu'on peut ajouter aussi dans cette idée de progression, le côté judicieux de faire la bonne attaque par rapport à l'organisation du kata, puisque dans mon kata, je vais faire tel mouvement suivi de tel mouvement suivi de tel mouvement, il faut que je trouve l'interstice. Et donc finalement, mon bunkai, ça va être de trouver l'interstice de la façon la plus judicieuse, peut-être en employant, pourquoi pas, un peu d'Hangeki. Vous voyez, on peut commencer à cumuler des niveaux, et Hangeki, c'est pas uniquement que l'hyponkumité, le ju-hyponkumité ou le kyon-hyponkumité. Ça peut être aussi valable sur des notions d'étude, de quel est l'endroit le plus dommageable, laissé par l'espace du kata à l'instant T. Donc voilà, on peut déjà commencer à travailler Sasu-Iwaza de cette façon-là, et puis ensuite, de manière beaucoup plus commune, on met les gants, on fait un petit randori, on fait un petit jukumite, on tourne, et en tournant, on essaye d'avoir ce paramètre global dans sa pratique. On va créer un espace, on va essayer de créer une feinte, on va créer une ouverture pour voir si l'adversaire va s'engouffrer. Ce qui peut être très intéressant en travaillant Sasu-Iwaza, c'est de faire dans votre club 2 groupes. Un groupe où à ce moment-là, vous allez leur expliquer le principe de Sasu-Iwaza et en leur demandant à ce groupe-là de faire des feintes. L'autre groupe n'est pas au courant, parce que forcément, si vous mettez l'autre groupe au courant, si vous mettez les 2 partenaires au courant, moi, si je combat, je sais que lui, il va me faire une feinte. Je m'y attends. Donc, je ne vais pas plonger dans le piège, d'accord? Si je suis au courant du piège, normalement. Sauf si j'arrive à déclencher des notions autonomes. Mais là, on est déjà dans un niveau un petit peu plus compliqué. Donc, on prévient juste un groupe. On travaille comme ça. L'autre groupe ne le sait pas. Pour voir si l'autre groupe va plonger dans le piège, ne le sachant pas. Il risque très probablement à un moment donné de dire « Ah, il y a un espace, je rentre dans l'espace ». Sauf si vraiment, c'est fait de manière trop grossière. Mais il peut totalement se laisser berner. Et c'est là que c'est intéressant de voir à quel moment ça fonctionne, à quel moment ça ne fonctionne pas. En randori, c'est plutôt simple, puisque les espaces sont assez simples à créer. Quand on bouge, il y a quand même énormément de mobilité. Sasu-Iwaza, pour moi, ça révèle son plein potentiel. C'est comme ça que moi je préfère le pratiquer dès qu'on aborde la self-défense, le Goshinjutsu, c'est-à-dire le côté pragmatique de la chose. En self, on étudie énormément de choses. On étudie des clés, on étudie des percussions, on étudie des étranglements, des soumissions, le sol. Voilà, on étudie des choses parfois très simples, répétées pour que ça devienne petit à petit des réflexes, que ça devienne autonome et qu'on puisse ensuite placer des arborescences. On l'a vu dans le focus, l'idée c'est d'avoir une situation et en fonction de ma mobilité, de sa mobilité, de ce que je suis en train de faire, de s'il contre, s'il comprend, s'il réagit, mon arborescence elle va changer en permanence. Et le dégagement que je pouvais faire au début, peut-être qu'il va se remplacer par finalement une clé articulaire et il a réagi, finalement peut-être qu'il va se transformer en percussion ou en balayage ou en tiré ou en poussée et ainsi de suite. Donc cette arborescence-là, je vais pouvoir habilement, non pas forcément la préprogrammer, puisque je ne vais pas adapter mon adversaire à ce que j'ai envie de faire, c'est l'inverse. Je vais m'adapter à ce que l'adversaire est en train de me faire. Mais je peux initier l'origine de cette arborescence et initier les premières réactions de l'adversaire, ne serait-ce qu'en me positionnant. Et encore une fois, vous pouvez faire un exercice très simple dans votre club. Vous définissez un attaqué et vous définissez un attaquant. Une fois de plus, si vous voulez simplifier l'étude, la personne qui est attaquée, vous lui dites, tu vas faire cette étude de Sasu-Iwaza. D'accord ? Ça va reposer, bien évidemment, sur un socle assez solide. Il faut que la personne ait l'habitude de faire des techniques, il faut qu'elle ait l'habitude de les réviser, qu'elle ait sa théorie, qu'elle ait sa pratique, qu'elle ait son aisance, pour pouvoir appliquer les choses. Si elle est vraiment dans une zone de débutant, ça va être déjà beaucoup plus compliqué, parce que lorsqu'elle aura subi une action, elle va déjà pas trop savoir quoi faire. Maintenant, si elle sait déjà quoi faire et qu'elle sait l'appliquer, on va commencer à jouer. Vous la prévenez, mais vous ne prévenez pas forcément l'attaquant, vous ne prévenez pas l'attaquant que l'attaqué va travailler sur Sasu-Iwaza. Et en fait, l'idée, c'est que plutôt que de créer des espaces un peu grossiers, on va plutôt implanter un peu à la Inception
l'intention d'agression et l'intention du mouvement, de l'action, à travers ne serait-ce que sa réaction et sa posture. Lorsque l'attaquant arrive, si l'attaqué commence à reculer légèrement et à mettre ses mains de telle ou telle façon, en barrage, ou à ne pas les mettre, eh bien en fait, la première approche, le premier mur auquel va se confronter l'attaquant, ça va être justement la posture de garde. Et la posture, déjà de manière identitaire, au niveau des pieds, au niveau des masses, au niveau du corps, s'il est penché, s'il n'est pas penché. Et ensuite, effectivement, la posture des bras. Et la première chose que l'attaquant va faire, c'est d'essayer de passer ce mur. Donc à voir comment vous vous positionnez, parce que si je positionne mes mains comme ça, l'attaquant ne va pas forcément réagir de la même façon que si je les mets en bas, que si je les mets ici. Si je suis beaucoup plus habile au niveau du contrôle et de la manipulation avec mon bras droit, je vais préférer appliquer mon bras droit vers l'avant, parce qu'il y a de fortes chances, s'il vient pour, par exemple, sa mission, c'est de me mettre par terre et de me ruiner. Si je viens mettre un bras devant, une des premières choses qu'il risque de faire, c'est soit rentrer pour casser la distance, par exemple avec un coup de pied, soit venir saisir. Et ça, c'est presque universel, ça marche quand même 8 fois sur 10. C'est si j'ai un adversaire qui vient sur moi, si moi je crée un mur, si je mets un bras, il va venir soit pousser le bras, soit attraper le bras. D'accord ? Donc je sais déjà que lui va prendre cette initiative pensant que c'est son initiative et que c'est la bonne. Or, c'est pas lui qui a pris l'initiative. C'est moi qui voulais qu'il attrape ce bras-là dans cette posture-là, à ce moment-là. Parce que moi, j'ai peut-être prévu déjà une arborescence de réaction en me disant, ok, au moment où il va me saisir là, je suis presque justement en train de faire du Sen-Sen no Sen. Il vient appliquer, donc je peux tout de suite enrouler et commencer à préparer ma contre-attaque. Parce que je vais déjà le posturer dans son initiative, comme moi j'ai envie qu'il soit à la fin. C'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire qu'il va réagir précisément comme j'ai envie qu'il réagisse, mais contrairement aux arts martiaux, par exemple au Kyung Ippon Kumite, à l'Ippon Kumite, où on est quand même dans quelque chose de très prédéfini, de très préprogrammé, avec un large éventail technique. Souvent, les situations de défense sont vachement resserrées techniquement parce qu'on n'est plus sur du reptilien. Et dès qu'on est sur une situation un peu soudaine, un peu angoissante, c'est souvent les mêmes réflexes qui reviennent. J'ai un bras, j'attrape le bras, je pousse le bras. J'ai une distance, je casse la distance. J'essaye d'aller chercher à l'essentiel, le plus simple, le plus efficace. Je ne vais pas commencer à m'embêter à faire des choses. C'est possible. Je ne dis pas que ça n'arriverait jamais. Mais les voies communes restent quand même communes, tout simplement comme leur nom l'indique. Donc j'ai des chances de pouvoir déclencher des envies d'attaque, une sorte de, comme je dis, une sorte de inception de l'initiative, où en posturant, la personne a beaucoup plus de chances de venir saisir tel ou tel bras. Donc là, nous on l'a déjà fait plusieurs fois au club, ça marche quand même majoritairement. Dès que j'ai un bras, si je vois que la personne elle arrive, voilà, si je vois qu'elle est posturée, jambe gauche devant, avec sa main gauche et qu'elle arrive, et que moi je mets ma main droite, il y a de très fortes chances que ce soit sa main gauche qui vienne saisir ma main droite. Donc j'ai déjà, moi, anticipé une possibilité d'arborescence, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est in fine ce que je vais faire, mais en tout cas, ça fait partie de mes possibilités. Et si je vois que c'est en train de se concrétiser, que ce que j'avais prévu est en train de se réaliser, ça peut me permettre de réagir au quart de tour et de le prendre de vitesse et de commencer à faire ma réponse de manière un peu immédiate. Donc quelque part, je ne subis pas. Même en ayant l'impression, en donnant l'impression de subir, je ne subis pas, je déclenche. Et donc ça me fait reprendre le lead. Et on sait bien que dans le monde martial de l'adversité, celui qui prend le lead sur l'autre, généralement, a de grandes chances d'arriver à ses fins parce qu'il devient un petit peu le dominant de la situation. Il ne se fait pas soumettre, en tout cas, par l'imprévu. Donc, ça vous permet, et aujourd'hui, là encore une fois, durant cet été, durant ce grand panel technique, de réfléchir, de réagir. Est-ce que vous avez déjà visualiser les katas de cette façon-là? Est-ce que vous avez déjà, dans vos randonnées, je présume que oui, utilisé le système des feintes? Comment vous arrivez à les, on va dire, à les implanter, par exemple, au cœur de vos élèves, ou même de vous-même? Comment vous arrivez, si jamais vous vous filmez, ah ouais, là, donc, il m'a fait une feinte, je suis tombé dans le panneau. Si vous regardez bien, souvent, les combats, quand vous faites des randonnées, quand vous faites changer les élèves, quand vous les faites tourner, moi, je demande toujours à mes élèves pourquoi ils se sont pris tel ou tel coup. Est-ce que c'est récurrent par rapport aux adversaires? Si c'est récurrent, c'est peut-être eux qui font une erreur, c'est peut-être eux qui ne se rendent pas compte d'un point de faiblesse. Et surtout, est-ce qu'ils ont remarqué chez leur adversaire une zone faible, un problème qu'ils peuvent exploiter à leur avantage? Souvent, c'est tout simple, il suffit d'avoir
on va dire, une vision assez limpide du comportement de l'adversaire, si on décèle quelque chose, on peut quand même assez facilement, comme dans les jeux vidéo, hein, si on voit que le boss de fin il a cette faille-là et qu'il faut appuyer sur telle ou telle touche, bon, on répète et puis on gagne. Donc c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire avant de dépenser de l'énergie à faire tout et n'importe quoi, analysons un peu les choses, et puis si on peut atteindre son objectif en se fatiguant moins et en étant plus efficace, pour le coup, là, efficace, ça commence à prendre un petit peu son sens. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez Sasori au hasard et de quelle façon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.